Dans un premier temps, si vous pouvez éteindre effectivement les micros. On me l'a demandé tout à l'heure, mais l'enregistrement, voilà, de ne pas enregistrer cet entretien et de ne pas faire de photos ni de publier sur les réseaux. C'est une des choses qu'on vous demandera, s'il vous plaît. Donc voilà, donc on est là un peu plus d'une quarantaine. Merci infiniment d'avoir répondu à cette invitation. Parce qu'effectivement, André Citroën fédère, et on verra tout à l'heure, fédère les époques, fédère tout type de genre et d'âge. Et cet homme, voilà, qui était vraiment un visionnaire dans le monde de l'automobile, mais pas que dans le monde de l'automobile, parce qu'on peut dire que c'était aussi un humaniste. On va vous présenter et surtout, Henri Jacques va vous parler de son grand-père. Cette conférence va être en 2 temps, donc la présentation évidemment d'Henri Jacques, et j'ai demandé à un membre passionné, Hervé Baron, de nous parler de ce qu'il a vécu pendant les 100 ans de la Ferte-Vidame en 2019, parce qu'il y était. Et donc, c'était intéressant aussi d'avoir un membre passionné qui nous raconte sa passion pour cette marque. Donc, je te propose, Henri-Jacques, si tu veux bien, de commencer effectivement par la Ferte-Vidame. Pourquoi la Ferte-Vidame, à ce moment-là, a fêté ses 100 ans, et pourquoi ça a été un tel engouement pour la marque, mais aussi, je pense surtout pour André Citroën. Voilà, je te propose de commencer, Henri-Jacques. Bon, merci Christy pour cette invitation et bravo d'avoir pris l'initiative de créer le club automobile classique Sciences Po. Et merci à tous de vous être connectés pour écouter. Je vais signaler au passage que j'ai repéré au moins 4 membres de la famille Citroën au sens large qui ont fait Sciences Po. Il y a mon frère Philippe, son fils Charles-André. Il y a aussi Marion Valère, qui est l'arrière-petite-fille de Hugues Citroën, le frère d'André Citroën. Il y a aussi Jacques Bingen, qui est le beau-frère qui était le beau-frère d'André Citroën, héros de la Résistance, compagnon de la Libération. Et il est, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la Résistance, c'est lui qui a assumé la direction de la résistance en zone sud après la mort de Jean Moulin. C'est lui qui a remplacé Jean Moulin pendant des mois avant d'être arrêté par la Gestapo et de se suicider, et comme il connaissait tous les secrets de la résistance. Juste, Henri-Jacques, je me permets, est-ce que tout le monde voit bien Henri-Jacques? Parce que moi, je me vois en grand, je ne vois pas Henri-Jacques. Tu ne vois pas? Est-ce que tout le monde voit bien Henri-Jacques en grand ou en vignette? Ah non. Ah, moi, celui qui parle, je le vois toujours en petit, et là, je suis en train de parler, je me vois en petit. Eh ben, c'est pour ça que moi, je me vois en grand, donc je me suis dit, je ne suis pas… Non, mais Christy, on voit bien Henri-Jacques en grand quand il parle. Bon, bah super, ça me va. Moi, il n'y a que moi que je ne le vois pas. C'est pas grave. Pardon, Henri-Jacques, vas-y. Oh. Allô? Henri-Jacques. Il a quitté. Ah. Alors voilà. Je l'ai compris. On n'a plus Henri-Jacques. Drame. Ah. Pourtant, il est toujours identifié caméra micro. L'image est arrêtée pour Henri-Jacques. Je l'appelle. Il réapparaît. Il a oublié son micro, Henri-Jacques. Je ne sais pas, ça s'est déconnecté tout d'un coup. Ah ben voilà. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Et on me voit en grand ou pas? Non, mais c'est bon, tout le monde te voit en grand sauf moi. Moi, je te vois en petit. Non, on le voit en petit. Avant de mentionner le centenaire et ce qui s'est passé à la Ferte-Vidame, je vais vous donner 4 citations de personnes qui illustrent
un peu tout ce qu'il y a derrière tout ça. D'abord, c'est des citations c'est des messages que j'ai reçus directement par écrit. Il y en a, le premier, c'est celui de Franck Don, qui est l'actuel délégué syndical central de la CFTC chez PSA. Il me dit, quand j'ai été embauché en 1986 à Citroën Aulnay, on sentait encore l'empreinte de la famille avec le souci toujours existant du bien-être de ses salariés. Je suis aujourd'hui PSA Group et je n'oublierai jamais pour autant la maison Citroën qui m'a inculqué la fierté de travailler pour cette entreprise. Bon, ça m'a impressionné quand j'ai reçu ça. Je suis en contact d'ailleurs avec lui. Dans une revue que j'ai retrouvée par hasard à la maison, je regardais une revue d'un des clubs Citroën. Il y avait une notice nécrologique à quelqu'un, hélas, qui était membre de ce club, qui est décédé. Donc, la notice disait « Patrick Futtersac nous a quittés pour rejoindre André Citroën et jouer du piano avec les anges ». D'habitude, dans les notices nécrologiques, on retrouve plutôt le Seigneur Tout-Puissant ou des membres de la famille qui sont morts, mais là, on retrouve André Citroën. Sur une page Facebook récemment, il y avait une photo de quelqu'un qui se baladait en Hollande avec sa voiture Citroën. Et le commentaire de la photo, c'était « Une petite balade au pays des tulipes en souvenir du patron André Citroën ». J'ai rencontré lors d'un des événements aussi un directeur régional Citroën qui est en poste actuellement et qui m'écrit, comme je vous le disais samedi, le buste de votre grand-père est toujours face à moi à la direction régionale Citroën de Lyon. Merci encore pour votre intervention émouvante et éclairante. Et il m'a précisé quand je l'ai rencontré que quand il avait un problème, il allait voir le buste pour trouver de l'inspiration. Et pour terminer, une phrase aussi qui m'a impressionné de Alain Turet, qui est le président de l'amicale Citroën et DS France, qui est un des organisateurs, un des grands organisateurs du rassemblement du siècle, la Ferté-Vidame. Et il m'a posé une question devant le public. Pouvez-vous imaginer la France sans Citroën? Voilà, donc, vous voyez, il se passe quelque chose. Et ce qui se passe, j'ai pu le découvrir pendant cette année exceptionnelle du centenaire. Une célébration qui a duré en fait toute l'année. Il n'y a aucune marque au monde qui célèbre son centenaire pendant toute une année. On fait quelquefois une très grande fête ou un rassemblement, mais c'était pendant toute l'année. Alors au début, quand il y a eu le premier événement, c'était Rétromobile, je me suis dit, bon, c'est sympa, les gens ils sont contents, ils fêtent. Pendant l'année, il va y avoir 4-5 événements. Bon, ça va être festif, on va tous se retrouver. Et puis, au fur et à mesure que l'année avançait, je voyais que les célébrations se multipliaient, que chaque club dans le monde, et comme vous savez, il y en a à peu près 1 millier, qui sont tous regroupés dans l'amicale Citroën International, qui est le plus grand rassemblement de clubs de toutes marques confondues. Et donc, je voyais que les célébrations se multipliaient. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller, par exemple, à Rennes. J'étais invité en Belgique et pour l'inauguration, j'ai prononcé un discours et pendant 5 heures, les gens faisaient la queue pour venir me voir, me prendre en photo, me faire signer des autographes, me raconter toutes leurs histoires, parce qu'il y a vraiment, j'ai entendu de très belles histoires sur leur lien avec la marque, avec les voitures, le plaisir que ça leur procure, etc. Et donc après, je suis allé aussi en Allemagne, où là, ça a duré 9 heures. Pendant 9 heures de suite, les gens qui venaient me voir, et c'est vraiment très, très surprenant. Et ce qui est surprenant, c'est quand des personnes, mais ça c'est plutôt produit en France, et humainement, je vous dis, c'est un moment qui est très fort. C'est quand vous avez des personnes qui se trouvent face à vous, qui arrivent pour vous saluer et qui ont les larmes aux yeux. J'en suis même ému en vous le racontant, mais vous avez des gens comme ça qui avaient des larmes aux yeux, même dans un rassemblement du groupement national des agents Citroën, il y avait aussi une file d'attente et une dame qui éclate en sanglots et mon épouse lui dit « Mais attendez, madame, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir lui parler,
il est très gentil. Bon, donc, j'ai entre guillemets consolé la dame. Donc, j'étais très, très touché parce que bon, c'était pas pour moi. L'émotion, c'est pas moi qui la générais. C'est le fait que je sois le petit-fils d'André Citroën. Mais c'est là que je me suis dit, il se passe quelque chose de très fort. Et ça, on a pu le constater lors du rassemblement du siècle à la Ferté-Vidame, du 19 au 21 juillet, où pendant 3 jours, il y a eu 60 000 personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'était le Woodstock de Citroën. Et puis, pendant 3 jours, donc, tout le monde était là, admirant les 4400 voitures de collection qui étaient rangées par type, par année. C'était remarquable. Et il se passait quelque chose à tout moment. Et là aussi, j'ai passé des heures et des heures à parler aux uns et aux autres, à signer des autographes, à me faire prendre en photo. Et j'ai vécu quelques moments qui sont particulièrement intenses. Par exemple, le deuxième soir, quand il y a eu le dîner de gala qui réunissait 2500 personnes assises et servies à table dans un grand espace qui avait été réservé là, pour l'occasion, un espace dans lequel il régnait une ambiance un peu de messe, parce que 2500 personnes, normalement, ça fait du bruit. Mais là, je trouvais que ça ne faisait pas de bruit. Il y avait la photo d'André Citroën un peu partout. Et donc, il y a eu un moment où la famille Citroën s'est retrouvée sur scène pour saluer tout le monde. Et il y a une standing ovation qui était assez émouvante parce qu'elle a duré 2-3 minutes. Et quand la famille est redescendue, il y a une file d'attente qui s'est créée pour venir me voir. Donc là aussi, il fallait que je signais les autographes, j'écoutais les histoires. Puis tout d'un coup, j'ai senti un grand dépit parce que la file n'arrêtait pas de s'allonger. Puis tout d'un coup, arrivent 3 Chinois qui me disent en anglais, en me serrant la main, ils me disent, écoutez, pour nous, c'est un grand honneur de vous serrer la main parce qu'on ne pensait pas que ça allait nous arriver. Il faut que vous sachiez qu'on est venu spécialement de Chine pour cet événement. Et hier, on est allé au cimetière de Montparnasse pour nous recueillir devant la tombe de votre grand-père. Bon, ça frappe. C'est touchant, en tout cas. Vous vous rendez compte, les gens qui viennent de Chine et qui vous disent ça. Et la veille, dans le chapiteau qui était réservé par la société Citroën, il y avait des réunions entre les dirigeants de Citroën et la presse internationale qui était là. Il y avait beaucoup de journalistes du monde entier. Puis je traînais un peu dans les parages et soudain, le directeur du design de Citroën, qui était en train de parler à une dizaine de Chinois, leur signale ma présence et donc il leur dit qui je suis. Immédiatement, les Chinois se lèvent comme un seul homme, se mettent à applaudir, me demandent de venir auprès d'eux pour se faire prendre en photo. Alors, les photos, c'était 1 par 1, 2 par 2, 4 par 4. Ça a duré un bon petit moment. Donc, ils m'ont demandé de leur raconter un petit peu ce que ça voulait dire d'être le petit-fils d'André Citroën, de leur parler de la marque. C'est ce que j'ai fait. Vous auriez dû voir après la couverture de presse que j'ai eue dans la presse chinoise. Ça m'a impressionné avec les Chinois qui reprenaient mon discours, etc. Donc, vous voyez, même dans des pays comme ça, qu'on ne soupçonne pas étant intéressé par le sujet, c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Et à la fin de l'événement, à Ferté-Vidame, j'ai été interviewé par une journaliste du journal Le Monde, qui était là depuis quelques heures, qui m'a fait le commentaire suivant. Après avoir donc bien observé tout ce qui se passait, elle m'a dit qu'en France, il n'y a que 2 personnes qui pouvaient générer un tel engouement auprès de personnes de toute origine géographique et sociale. C'était Johnny Hallyday et André Citroën. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il s'est passé quelque chose qui était marquant. Lorsque j'ai prononcé le discours de la Ferté-Vidame, qui était évidemment, je dirais peut-être le discours de ma vie, j'ai passé 3 mois à penser au discours,
Bon, j'ai mis 3 heures pour le rédiger, mais j'ai mis 3 mois à le penser parce que je voulais, avant de l'écrire, je voulais sentir l'émotion que pouvaient ressentir les uns et les autres pour essayer de traduire un petit peu la pensée des uns et des autres et comprendre ce qui se passait. Et donc, pour ça, c'était une expérience très enrichissante. Et un soir, on m'a organisé un dîner avec un psychiatre américain, qui est un grand collectionneur Citroën, qui habite à New York. Et au cours de ce dîner, je lui ai demandé qu'il m'explique comment on devient une icône et pourquoi André Citroën, auprès des gens qui connaissent son histoire, est une icône. Et son explication a été très simple, c'est de dire qu'il m'a expliqué que au sortir de la guerre, de la Première Guerre mondiale, alors que la France était détruite, triste et démoralisée, d'un coup surgit un homme plein d'optimisme, plein d'enthousiasme, qui se lance dans un projet gigantesque avec des intentions qui n'étaient pas simplement de devenir un producteur automobile, mais de générer du confort, de la joie, du bonheur, en facilitant l'accès à l'automobile, en développant son utilisation. Et donc, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui apparaît avec détermination, confiant dans l'avenir et qui entreprend des actions tous azimuts. Il dit que ça suffit pour devenir une icône parce que ça a marqué son temps, ça a marqué cette époque pendant sa vie, qui a été finalement courte, puisqu'il est décédé à 57 ans, mais ça a marqué tous les gens de son entourage qui ensuite ont pu reproduire au cours des décennies cet enthousiasme. Et c'est pour ça que la marque Citroën, après André Citroën, a continué à avoir du succès, à être si créative et finalement à générer une philosophie qui se voit encore auprès de gens qui se considèrent citroënistes au sein de PSA. Et ce qui me fait dire, on en parlera peut-être après, sur la création, la créativité de la marque Citroën. Il y a quelque temps, je discutais avec le nouveau directeur du design de Citroën, enfin, il est nouveau depuis 2 ans, et il venait de BMW et de Kia. Et je lui dis, mais après avoir été dans ces marques, comment on arrive chez Citroën? Et il m'a répondu, c'est le rêve de tout designer de travailler un jour chez Citroën. Ça m'a marqué aussi. Donc, vous voyez, c'est une histoire, c'est une belle histoire. Alors, tout le monde ne la connaît pas intégralement. Les gens connaissent surtout l'histoire de la marque. Et les gens ont remarqué que c'est une marque qui a beaucoup de modèles mythiques. C'est la marque qui en a le plus et de loin. D'ailleurs, quand en l'an 2000, il y a eu le vote de la voiture du siècle auprès des internautes, dans la shortlist des 20 voitures les plus votées, il y avait 3 Citroën. C'est la seule marque qui en avait 3. Toutes les autres n'en avaient qu'une. Et on a essayé de faire gagner Citroën, mais il y avait trop d'Américains qui après votaient parce que ceux qui décidaient quelle était la voiture du siècle, c'était des journalistes spécialisés dans la presse automobile. Il y avait trop d'Américains qui votaient. Donc, en fait, la Citroën est arrivée en 3e position. Mais quand vous regardez toutes les marques qui existent, vous n'en avez aucune qui en ait autant. Chez Citroën, bon, la Tipa, un peu moins mythique, mais c'était la première. Et ensuite, les Auto Chenil, la Rosalie, la traction avant. Après, André Citroën, la 2 chevaux, la DS, la SM, la XM, enfin, la C6 des derniers temps. C'est unique, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Vous prenez Ford, General Motors ou Peugeot, bon, ben, ils en ont peut-être 2 ou 3 comme ça qui ont marqué un peu les esprits, mais il n'y en a jamais autant que chez Citroën. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le centenaire.
qui a été, comme je vous le disais tout à l'heure, exceptionnel jusqu'à la fin, puisque les célébrations sont pratiquement terminées avec Époque Auto à Lyon, où pareil, pendant des heures, j'ai rencontré des gens qui me racontaient des histoires, parce qu'il y a quelque chose aussi qui est une constante, c'est que où que l'on aille en France, quelle que soit la personne que l'on ait face à soi, chacun a une histoire à raconter qui concerne Citroën. Vous avez toujours quelqu'un qui a un oncle qui avait une DS et puis qui va vous raconter très souvent d'ailleurs que quand il était petit, dans les trajets, il était derrière mais il vomissait. Ensuite, vous avez les gens qui ont un oncle qui avait ou un cousin qui avait 3 chevaux et puis il y a celui qui avait la C6. Où que vous alliez, vous avez quelqu'un qui a quelque chose à vous raconter qui concerne les voitures Citroën. C'est vraiment pour ça que je m'étais permis de terminer le discours de la Ferté-Vidal en disant Citroën, c'est la France. Mais cette phrase, elle m'a été en fait inspirée par une amie latino-américaine qui un jour m'a écrit ça. Je me suis dit, bah oui, elle a peut-être raison. Elle avait raison, je crois. Donc, alors comment on en arrive là? La famille Citroën est originaire de Hollande, comme vous savez. C'est en fait une famille d'immigrés. C'est mon arrière-grand-père qui immigre en France au 19e siècle. Pourquoi je dis que c'est une famille d'immigrés? Je mets une parenthèse parce que donc la famille vient de Hollande, mais André Citroën, sa mère était polonaise. Il épouse une Italienne. Ma mère était hongroise, naturalisée suédoise pendant la guerre. Moi, je suis né en Espagne. Donc, vous voyez, on est vraiment c'est une famille qui est très, très européenne. Donc, pour revenir à André Citroën, lui devient français au moment où il va intégrer Polytechnique, parce que pour pouvoir être élève à l'école Polytechnique, il fallait être français. Donc, par décret, il devient français à ce moment-là. Et quand il termine Polytechnique, alors qu'il est orphelin, il décide en l'an 1900, à Pâques, d'aller rendre visite à sa famille en Pologne. Et à l'occasion de cette visite, il fait une petite tournée dans la région de Varsovie et on lui présente quelqu'un qui gérait une fonderie. Et il rentre dans la fonderie et il voit dans un coin des engrenages qu'il n'avait jamais vus, dont les dents avaient une forme de chevron. Et il s'est dit, c'est quoi ça? Oh, ben, c'est quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a conçu, mais qui est très difficile à fabriquer parce que pour arriver à tailler les dents avec cette forme, on n'a pas vraiment les outils. Et quand il voit ça, il dit, mais attendez, mais c'est trop génial, ça, c'est l'avenir de l'industrie, c'est l'avenir de la transmission de puissance dans de meilleures conditions que ce qui existe. Donc, je vous achète le brevet. Donc, sur le champ, il achète le brevet. Il prend le premier train pour aller en France, pour aller déposer le brevet à Paris. Et il se met à ce moment-là à réfléchir sur la conception de la machine, des machines qui vont pouvoir tailler les dents en question. Et donc, il arrive à résoudre ce problème et il lance sa première entreprise qui était les engrenages Citroën. Et c'est de là que vient, comme vous savez pas peut-être, c'est de là que vient le logo de la marque des automobiles. Citroën, ça vient des engrenages à chevrons. Et donc, il commence la production des engrenages en question et il se fait que j'ai réussi à sauver le premier livre des commandes des engrenages Citroën. Et c'est vraiment spectaculaire parce que c'est un livre qui sur chaque page, il y a une commande et on a l'impression que ce sont des moines du Moyen-Âge qui ont rempli le cahier en question. Tellement c'est bien écrit. Et on se rend compte qu'il avait inventé avant l'heure les tableaux Excel parce que dans les premières pages, vous aviez des grands rectangles, chaque rectangle correspondant à une des lettres de l'alphabet. Et au fur et à mesure que les commandes rentraient,
on faisait entrer le nom du client dans le rectangle avec les détails résumés de la commande. Et donc, à tout moment, vous pouviez retrouver, en prenant la première lettre du nom du client, vous pouviez retrouver l'historique des commandes du client. Je me suis dit, tiens, ben, c'est Excel avant l'heure. Donc, cette entreprise commence à produire et, soit dit en passant, elle existe encore et c'est un des leaders mondiaux dans ce domaine. Aujourd'hui, elle s'appelle CMD, engrenage et réducteur. Pourquoi CMD? Parce que jusqu'aux années 90, elle appartenait à PSA et elle s'appelait à l'époque engrenage et réducteur Citroën, Messiaen, Durand. Parce que Citroën, engrenage Citroën, elle a racheté Messiaen et elle a racheté Durand qui produisait des équipements de transmission un peu différents, mais qui étaient complémentaires. Puis un jour, Jacques Calvet, qui était le PDG de PSA à l'époque, s'est dit tiens, qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise dans le groupe? Il a dit il y a des raisons historiques. Plus ça, elle ne perd pas d'argent. Vendez-la moi, je n'en veux plus. Je me souviens, on était intervenu pour qu'il revoie cette position, mais finalement, ça a été vendu. Donc, l'entreprise n'a plus le droit d'utiliser le nom Citroën, mais donc ça s'appelle le CMD et c'est un des leaders mondiaux qui vend vraiment partout dans le monde à toutes les industries lourdes, les cimenteries, les sucreries, etc. Et il se fait que je les représente dans certains pays d'Amérique latine. Je fais juste un concours de circonstances, mais c'est un plaisir de vendre cette entreprise parce qu'elle est à l'avant-garde. Donc, vous voyez, ça a perduré avec le temps. Pendant que cette entreprise produisait au début du XXe siècle, André Citroën, qui était déjà repéré comme étant un industriel en herbe, en tout cas, est contacté par la Société des automobiles Morse, qui était en difficulté, et on l'engage pour redresser l'entreprise. Donc, il accepte le poste. Et à ce moment-là, il se rend aux États-Unis parce qu'il s'était rendu compte que à ce moment-là, les Américains étaient très en avance dans tout ce qui était création industrielle et organisation du travail. Donc, il se rend là-bas, effectivement, il voit que le taylorisme triomphe et il retient bien ce qu'il a vu et il redresse Morse. Donc, là, il a un contact concret et positif avec l'industrie de l'automobile. Mais la guerre commence et comme tous les hommes valides, il est envoyé au front. Et assez vite, après le début de la guerre, son frère Bernard meurt dans une tranchée en train de secourir un compagnon, et ce qui le désespère, parce qu'en plus, il était très très proche de son frère. Bon, lui, il continue les combats, mais très vite, il est exaspéré et désespéré de voir que les Allemands envoyaient beaucoup plus d'obus sur les lignes françaises que le contraire. Et comme il était très réactif, il est très résilient, il demande immédiatement à son supérieur l'autorisation d'aller voir le ministre de la guerre pour lui proposer la construction immédiate d'une usine d'obus pour faire jeu égal avec les Allemands. Donc, on lui donne l'autorisation. Il va voir le ministre, le vice-ministre je ne sais pas quel était le titre exactement de la guerre, et donc il lui fait la proposition, et elle est acceptée. Donc, il achète les terrains de Javel, où il y avait des potagers à l'époque, et en l'espace de 4 mois, il construit l'usine et l'équipe intégralement. Entre nous, moi qui connais un peu les industries en général, j'ai du mal à imaginer qu'en pleine guerre, j'ai du mal plutôt à comprendre qu'en pleine guerre, on arrive à construire des bâtiments, à acheter tous les équipements, la plupart étant importés, à organiser toute la production, à embaucher les milliers de personnes qui ont travaillé, dont la plupart étaient des femmes, puisque les hommes étaient au front, et avoir eu, en plus de ça, le temps de penser à l'organisation sociale de l'usine en question.
parce que André Citroën s'était rendu compte que pour que les femmes puissent travailler dans de bonnes conditions, il fallait créer un certain nombre de services qui facilitent leur vie. Et c'est là qu'il a l'idée de créer des nurseries, des infirmeries, enfin, tout ce qu'il faut pour s'occuper des enfants, des femmes en question, et pour pouvoir alimenter les familles dans de bonnes conditions. Il y avait un économat d'ailleurs qui permettait au personnel d'acheter les aliments à bon prix et tout. Donc c'est assez étonnant de voir cette rapidité dans la réalisation d'une usine qui a finalement été importante pour la victoire de la France et des Alliés. Voilà. Et quand la guerre se termine, juste après l'armistice, il avait déjà le premier modèle prêt, sur le papier en tout cas, de voiture, parce qu'il savait qu'il allait transformer, au sortir de la guerre, il allait transformer l'usine d'obus en une usine de voitures, ce qui a été fait très très rapidement aussi, ce qui est étonnant pour l'époque, mais bon, la chose était parfaitement prévue et parfaitement organisée. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou autres, parce que là, j'allais entamer la partie automobile, toute cette période où il se sont passées énormément de choses. Alors, les questions, moi, je les ai eues par mail et je les ai là en ce moment par le petit chat. Donc, on fera un petit point sur les questions tout à l'heure. Je voulais juste revenir sur cette période où, effectivement, les femmes travaillaient à l'usine et il y avait la création de ces crèches et toute cette intendance pour que les femmes puissent travailler au mieux. Et il y a la petite anecdote sur la plaque commémorative sur les dames de Javel, qui existe encore et qui montre l'intérêt d'André Citroën d'intégrer dès l'époque les femmes dans leur ensemble et dans leurs conditions de travail, afin qu'elles… on pourrait dire qu'il a presque inventé les crèches que l'on connaît aujourd'hui, en fait. Donc, la considération de la femme était importante pour André Citroën. Et du personnel en général, parce que bon, à l'époque, il fallait prêter une attention particulière aux femmes parce que la majeure partie du personnel était féminin, mais c'était déjà le début de la politique sociale qui a été une des caractéristiques de Citroën pendant toutes ces années. Ouais. Voilà. Donc, la production d'automobiles commence, mais quand on commence à produire, il faut pouvoir vendre. Et c'est là que… Et communiquer. Et oui, c'est là que son génie, en particulier là, son génie se manifeste. Alors, pour vendre, il fallait s'organiser, comme toujours. Et ce qui était étonnant, c'est que dès le début, mais vraiment dès le démarrage de la production, il a fait le nécessaire pour que se créent ici et là des concessions ou des agences Citroën, mais pas seulement en France, dans le monde entier. Il avait un de ses collaborateurs, qui s'appelait Félix Schwab, qui était conseiller du commerce extérieur de la France, qui est allé partout dans le monde pour donc créer ces points de vente. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion pour aller à Moscou, pour aller au Japon ou ailleurs. Et vraiment, il y a eu des concessions en l'espace de 2-3 ans, mais partout, d'abord partout en Europe, mais aussi ailleurs. Donc, il y avait cette organisation commerciale qui s'est mise en place très, très vite, avec souvent la construction de très jolis bâtiments. Si on regarde un peu les archives, on voit des immeubles art déco qui sont superbes ici et là. Ensuite, il y avait des actions qui ont été menées. Par exemple, il y a une lettre qui est dans nos archives. C'est une lettre qui a été envoyée dès 1919, 1920, aux propriétaires de chevaux. Et la lettre, qui était signée par André Citroën à chaque fois, expliquait aux propriétaires de chevaux qu'il avait tout intérêt à plutôt acheter une voiture, parce qu'un cheval, d'abord, ça mange tous les jours, donc il faut le nourrir.
Il ne travaille pas forcément tous les jours. Et puis, il travaille qu'un certain nombre d'heures, alors que la voiture, elle consomme quand on a besoin d'elle. Elle va plus vite, on peut l'utiliser plus longtemps. Il y avait une grande démonstration avec un calcul à l'appui pour dire aux gens, attendez, arrêtez d'utiliser vos chevaux, utilisez plutôt les automobiles. Ensuite, il y avait un mailing qui était insensé déjà pour l'époque, hein, comme on le fait maintenant, où les gens recevaient des lettres avec les promotions, etc. C'était absolument c'était étonnant. Comme dit Jacques Séguéla, lui, Jacques Séguéla, il considère que c'est André Citroën qui a inventé le marketing moderne et la publicité. Parce qu'effectivement, quand on voit tout ce qui a été fait, alors, par exemple, pour que les petits-enfants qui allaient être les futurs conducteurs soient familiarisés avec la marque Citroën dès leur plus jeune âge, il a créé une usine pour fabriquer des petites voitures de jouets. Et parce que dans l'espoir que les 3 premiers mots que prononcent les enfants soient papa, maman, Citroën. Donc, il pensait déjà à ça. Il faisait aussi il fabriquait des petits modèles réduits pour, vous savez, les petits modèles dans lesquels un petit enfant peut se mettre et pédaler. Donc, il faisait ça aussi pour que les gens se familiarisent. Bon, il y a eu évidemment l'illumination de la Tour Eiffel pendant 10 ans. Il y a le mot Citroën qui était inscrit du haut jusqu'en bas. C'est la plus haute, la plus grande publicité qui a jamais été réalisée dans le monde. D'ailleurs, soit dit en passant, celui qui a eu l'idée de cette publicité lumineuse là sur la Tour Eiffel l'a proposé d'abord à Renault, mais il trouvait que c'était une idée saugrenue. Alors, après, il est allé voir Citroën, qui a trouvé ça tout de suite génial. Donc, il a accepté cette idée. Lors d'un des salons de l'auto, aussi pour marquer les esprits, il s'est débrouillé pour qu'il y ait des avions, un avion qui marque avec la fumée de son échappement le nom Citroën dans le ciel, qui a d'ailleurs été reproduit à la Ferté-Vidame. Il y a eu un avion qui a fait la même chose. Il a offert à la ville de Paris l'illumination des monuments. Les panneaux de signalisation, toute la France étaient offerts par la société. Les publicités ça allait bien au-delà de ce qu'on appelait la réclame. Si vous regardez les publicités déjà de l'époque, vous aviez des photos qui étaient prises dans des jolis paysages, avec la voiture qui était bien placée. Très souvent, il y avait une femme à côté de la voiture, mais pas pour attirer l'attention comme on peut le faire maintenant, mais c'était parce que ça faisait partie d'une campagne qui a beaucoup déplu aux conservateurs de l'époque, parce qu'André Citroën considérait que la Citroën était la voiture de la femme, et il était le grand promoteur de l'utilisation de la voiture par la femme. Et comme à l'époque, la femme n'avait pas les mêmes droits que les hommes, il y avait des gens qui n'étaient pas contents de cette attitude, et il y a eu quelques incidents avec des conservateurs de l'époque. Et comme a dit un journaliste récemment dans un journal Les Échos, on peut dire que André Citroën est l'inventeur du buzz. Parce que à tout moment, il faisait le nécessaire pour qu'on parle de la marque, pour attirer l'attention. Quand par exemple Lindbergh traverse l'Atlantique en avion, quand il arrive à Paris, d'ailleurs il a signalé que ce qui lui a permis de bien viser Paris, c'était le fait que la Tour Eiffel soit illuminée et que le nom Citroën soit vu de loin. Ça a facilité l'approche. Mais une fois qu'il est arrivé, une des premières choses qu'il a faites, c'est un grand banquet, a participé à un grand banquet dans les usines Citroën avec tout le personnel. Donc ça a fait aussi un maximum de bruit. Et le bruit, mais alors, je dirais le plus assourdissant, ça a été quand même les croisières. Mais avant de vous mentionner les croisières, je voulais vous raconter quelque chose que j'ai trouvé toujours très sympathique et plaisant. C'est comme il était très connu,
à l'époque et très visible. Les chansonniers se moquaient de lui très souvent, en particulier au théâtre de 10 heures. Et d'ailleurs, mon père me racontait qu'il allait souvent voir les chansonniers. Et quand il arrivait dans le théâtre, les chansonniers le saluaient. Mais il était vraiment très, très souvent moqué par les chansonniers en question. Il y a un jour, et lui, ça l'enchantait parce qu'il se dit, bon, d'abord, c'est de l'humour. C'était quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. C'est de l'humour. Et puis, en plus, on parle de moi. Et alors, un jour, il réunit tous les principaux chansonniers, une dizaine de chansonniers les plus connus, dans un grand restaurant en présence de personnalités. Il y avait le président Édouard Herriot, il y avait Joséphine Baker, etc. Et il leur propose un concours. Et je vais vous lire. Le concours, c'était imaginer de créer un poème pour se moquer de Citroën, et celui qui allait avoir le meilleur des poèmes gagnait une voiture. Alors, donc, la règle du jeu, lui-même, il la donne avec un poème qu'il avait conçu. Le poème est le suivant. Le lièvre, Morisset, Balta, Rope et Dorin, c'est le nom des chansonniers, vous m'avez maltraité de quatrain en quatrain. Grâce à moi, chaque soir, vous cueillez des bravos. Au meilleur d'entre vous, j'offre une 5 chevaux. Alors, je vais vous lire les 4 meilleurs. André Bard. Les citrons sont les plus rapides et c'est forcé en raison du dicton limpide, citron pressé. Un autre chansonnier, René Dorin. J'ai médit de vous, Citroën, mon intention était pure, je voulais gagner de l'argent pour vous acheter ma voiture. Et celui qui gagne le concours, c'est un chansonnier qui s'appelle Léo Le Lièvre, dont le poème est le suivant. Le lièvre, mon aïeul, que l'on blague à la ronde, par la tortue un jour fut battu de très loin. Moi, grâce à Citroën, je gratte tout le monde. Rien ne sert de courir, faut un moteur au point. Donc, vous voyez, c'est tout à fait lui de sortir, de profiter de la vie, d'avoir de l'humour. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous savez, peut-être il était très ami de Charlie Chaplin. Il se voyait en vacances à la montagne, en sport d'hiver. Et c'est mon père qui me raconte qu'un soir, ils étaient à table et Charlie Chaplin pose plein de questions sur l'organisation de l'usine, le travail à la chaîne, et comment les ouvriers sont traités, etc. Bon, mon grand-père répond à toutes ces questions. Et quelques mois plus tard, sort le film Les Temps modernes. Et Les Temps modernes, en fait, c'était un film qui a été conçu, qui est réalisé par Charlie Chaplin pour se moquer d'André Citroën. Bon. Les croisières. Les croisières, c'était des aventures mais exceptionnelles, évidemment pour l'époque, mais même pour notre époque. Il n'y a jamais eu son pareil. Bon, ça a été possible grâce à la conception des autochenilles, lesquelles autochenilles sont une idée d'un ingénieur qui s'appelle Kegress, qui avait présenté son idée à André Citroën vers 1919-1920. Et donc, André Citroën a trouvé ça vraiment génial. Donc, il s'est dit, on va le développer, parce que Kegress avait simplement l'idée, mais il n'avait pas les moyens de le développer et de rendre son invention pratique. Et donc, Citroën met au point ces voitures, donc tout-terrain, sa première voiture tout-terrain qui a été imaginée. Et donc, il organise d'abord une traversée du Sahara pour tester un petit peu
véhicule en question. Donc, l'opération a lieu avec succès et puis avec un battage publicitaire qui allait avec. Et au départ, où il se trouvait sur place avec sa femme et à l'arrivée pour recevoir les expéditionnaires. Et quelque temps après, en 1924, il organise la Croisière Noire. La Croisière Noire, c'est la traversée avec des autochenilles de toute l'Afrique. Et l'idée qu'avait André Citroën, c'est évidemment de tester les machines, mais surtout d'ouvrir des voies de communication à tous ces pays, dont certains étaient des colonies françaises, mais pas tous, mais ouvrir des voies de communication pour faciliter les échanges, pour faciliter le commerce, et puis pour bien savoir, mieux connaître toutes les populations, parce que parmi les expéditionnaires, il y avait toutes sortes de scientifiques qui étaient là, et donc qui ont pris des échantillons, des photos, qui ont filmé. Il y a des anthropologues, il y a des géologues, etc. Il y avait aussi un cuisinier émérite qui était à bord. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle la cuisine des croisières, parce qu'André Citroën considérait que les expéditionnaires devaient manger bien, et surtout être capable de rendre des repas qui auraient pu, qui allaient être offerts éventuellement par des tribus qui allaient être rencontrées. Si on rencontre si on est invité par une tribu qui se trouve sur le chemin de la croisière, elle va nous inviter et il faudra lui rendre, et il faudra que le cuisinier soit apte à préparer des menus en utilisant les ingrédients sur place. Les ingrédients sur place, ça peut être du rhinocéros, de l'hippopotame ou autre chose. Donc, on trouve ça dans le livre. Bon. Donc, la croisière se déroule, ça dure des mois. Une fois qu'elle arrive à la partie centrale de l'Afrique, elle se divise en trois. Ils partent vers le Mozambique, vers le sud, et l'autre vers l'ouest. Et tout ce qui a été rapporté, c'est remarquable. On trouve d'ailleurs un certain nombre des animaux qui ont été rapportés et qui sont empaillés. On le trouve dans le musée du Jardin des Plantes, celui que vous voyez lequel. Donc, on peut le trouver, mais enfin là, il faut avoir une invitation spéciale pour les voir. J'ai eu l'occasion de les voir. On voit tous les animaux qui ont été rapportés. Donc, c'était des opérations qui étaient vraiment scientifiques, mais l'idée, c'était de mieux connaître les populations et d'ouvrir les voies de communication. Et donc, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais peut-être pas autant que la Croisière jaune, qui, elle, a été un raid, mais absolument étonnant, puisque les expéditionnaires partaient de Beyrouth pour aller jusqu'à Pékin. Pour préparer une telle expédition, il a fallu 1 an ou 2, parce qu'il fallait d'abord avoir toutes les autorisations de tous les pays. Parce que vous imaginez, à l'époque, vous partez du Liban, mais ça veut dire que vous allez traverser la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, l'Inde, puis ensuite vous allez vous retrouver en Chine. Donc, il fallait premièrement les autorisations. Ensuite, il fallait déposer de l'essence ici et là, parce qu'évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de station-service, ou il y en avait peut-être, il n'y en avait pas. Donc, il fallait déposer l'essence, il fallait déposer les pièces de rechange. Donc, il fallait voir quel parcours suivre. Et donc, ça a été une préparation mais extrêmement minutieuse, où on ne pouvait absolument rien laisser au hasard. Et donc, l'expédition part de Beyrouth, et elle devait rencontrer d'autres expéditionnaires de la Croisière jaune aussi, qui, eux, partaient de Pékin et devaient se rencontrer à Kashgar. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette expédition suivait ce qu'on appelle la route de la soie. Et donc, elle part, et les Russes qui avaient donné l'autorisation de passer par leur territoire ne retirent leur autorisation alors que la croisière jaune était déjà en marche, ce qui oblige
l'expédition a traversé l'Himalaya. Ils ont hésité parce que, imaginez traverser l'Himalaya, la taille des montagnes, mais ils le font. Et si vous trouvez des livres sur les croisières, il y en a pas mal qui ont été imprimés, vous verrez toujours une photo qui est fameuse. On voit une des autochenilles qui est sur un chemin extrêmement étroit, escarpé, rocailleux, avec un précipice super inquiétant d'un côté, et tout d'un coup, tout ce qui se trouve sous la voiture s'effondre et elle reste en suspens avec juste les roues devant, les chenilles derrière qui sont appuyées sur le sol. Et bon, ils étaient obligés de démonter cette voiture-là, puis les autres, et à dos d'homme, terminer l'ascension pour ensuite redescendre. Et ils devaient retrouver donc l'expédition qui était partie de Pékin, à bord de laquelle il y avait aussi un certain nombre de personnalités, dont le père Pierre Teilhard de Chardin qui était là. Puis il y avait aussi, c'était imposé par les Chinois, il y avait 7 Chinois qui ont été, d'après ce qu'on lit, insupportables, parce qu'ils empêchaient l'expédition d'évoluer normalement. Ils étaient persuadés que l'expédition faisait de l'espionnage, et donc ils ont été un obstacle plus qu'autre chose. Mais la rencontre n'a pas pu avoir lieu au moment prévu, parce que l'expédition qui venait de Pékin traversait l'ouest de la Chine, où il y avait une guerre civile qui était en cours, donc les Chinois contre les musulmans de la région. La région, voilà, ils étaient dans la région de Xinjiang. Mais l'expédition avait un permis de traverser la province en question, mais qui a été révoqué au dernier moment. Et donc, ils ont été arrêtés par le chef de la province de Xinjiang, qui était le maréchal King. Et ils ont été arrêtés parce qu'ils venaient de traverser une zone où il y avait eu des combats féroces. Ils avaient pris des photos. Et les Chinois s'en sont rendus compte. Et donc, on les a arrêtés. Le motif, c'était pour avoir pris des photos qui portent préjudice à la dignité nationale de la Chine. Donc, ils sont arrêtés dans la ville de Urumqi et ils se débrouillent pour rester en dehors de la ville, parce qu'ils se disent, si on rentre dans la ville, on va nous prendre nos voitures, etc. Et pour éviter de rentrer dans la ville, ils enlèvent les chenilles. Et ils restent, ils n'ont pas le droit de communiquer avec qui que ce soit. Et donc, ils vivent là entre eux pendant 43 jours. Et en fait, ils arrivent à signaler où ils étaient, parce que, évidemment, André Citroën et puis le chef de l'expédition, Georges Marillard, étaient super inquiets parce qu'il n'y avait plus aucune nouvelle d'eux. Et en fait, pour pouvoir transmettre l'information sur leur arrestation, ils ont inventé un stratagème. Ils ont laissé entendre qu'il fallait célébrer la fête nationale française. Et pour ce faire, ils avaient le disque de la Marseillaise. Et donc, pour pouvoir. Donc, ça leur a permis de hisser l'antenne avec le drapeau qui était au bout de l'antenne. Et les gens croyaient que. Bon, ils écoutaient de la musique, mais en fait, ils étaient en train de communiquer en morse à qui pouvait les entendre. Et il se fait qu'il y a un bateau dans l'océan Indien qui entend le message et qui donc transmettent ça tout de suite à Paris. On transmet à André Citroën, on transmet à Georges Marillard. Et donc, on a découvert où ils étaient. Et on a découvert aussi qu'en fait, le maréchal King, bon, il a utilisé ça comme prétexte pour les arrêter parce qu'il n'était pas content d'une chose, c'est qu'André Citroën lui avait promis 3 voitures Citroën. Et les 3 voitures, il les avait envoyées en passant par Moscou. Mais les rebelles musulmans ont intercepté les voitures. Et donc, pourquoi ils ont pu quitter cet endroit de détention? C'est parce que la guerre civile tournait mal pour les Chinois. Et le maréchal King a demandé aux expéditionnaires de leur prêter leur spécialiste de la communication sans fil pour qu'il puisse, lui, s'adresser au gouvernement de Pékin pour appeler à l'aide.
Et donc, en échange, il a libéré l'expédition. Et au passage, on lui a dit qu'on lui renverrait 3 voitures, ce qui a été fait en passant par Moscou. Mais on a vraiment l'impression que ces cadeaux de voitures, c'est comme si aujourd'hui on envoyait un colis par DHL. Mais vous vous rendez compte, à l'époque, on envoyait 3 voitures dans la province de Xinjiang à partir de Paris. Je me demande comment ça faisait pour arriver, mais ça arrivait. Voilà, donc l'expédition qui était partie de Chine retrouve l'autre qui était parti de Liban et retraverse tous ensemble le désert de Gobi en plein hiver. Alors, en plein hiver, il fallait à aucun moment arrêter les voitures parce que sinon les moteurs ne repartaient pas. Et puis, quand l'arrivée se fait de manière triomphale à Pékin, et puis ensuite, elle continue, mais c'était plus vraiment la croisière jaune, elle continue vers l'Indochine. Et là, Georges Mariart meurt de maladie. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que pour la suite, ça a été quelque chose qui a eu beaucoup de conséquences, et une grave conséquence pour la marche de la société Citroën, c'est que Georges Mariart était l'ami d'André Citroën, c'était son bras droit, et c'était celui qui lui rappelait qu'il y avait des réalités et qu'on ne pouvait pas toujours dans la vie, toujours aller de l'avant, être optimiste, être joueur et être sûr de gagner à tous les coups. Donc, c'était quelqu'un qui avait les pieds sur terre et qui essayait donc de modérer les ardeurs d'André Citroën. Et tout d'un coup, il disparaît. On est en pleine crise économique mondiale. À ce moment-là, André Citroën, donc on est en 1932. André Citroën rend visite à la nouvelle usine Renault de Billancourt, qui était le dernier cri à l'époque dans ce domaine. Et quand il voit ça, il se dit non, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un qui ait une usine plus grande, plus belle, plus moderne, plus efficace que la mienne. Moi, je vais reconstruire mon usine de Javel. Et il fait ça en pleine crise économique mondiale, alors que les ventes commençaient déjà à baisser sérieusement, mais il était confiant dans son étoile. Mais donc, les difficultés de trésorerie ont commencé à apparaître à ce moment-là. Et puis, les banques qui étaient sollicitées n'ont pas réagi parce qu'André Citroën n'a jamais eu beaucoup d'estime envers les banquiers, donc ils le lui ont rendu à ce moment-là. Il a demandé l'aide de l'État, on ne lui a pas donné. Et en décembre 1934, un des petits créanciers porte son affaire, sa récupération de créances devant le tribunal. Alors évidemment, tous les autres créanciers suivent. Et là, ça a été le début de la fin, d'autant plus qu'André Citroën est tombé très malade. Et puis, il n'a pas réussi il n'était plus en condition physique pour redresser quoi que ce soit. Il n'avait plus les appuis nécessaires. Et puis surtout, il était, ce que raconte mon père dans son livre La Conjuration de Javel, il a été un peu trahi par son bras droit de l'époque qui lui a fait signer toute une série de choses. Et quand il est mort le 3 juillet 1935, la famille a découvert qu'on avait perdu le contrôle de la société et qu'elle n'avait plus d'intérêt dans cette entreprise. Et quelques mois après, alors que la traction avant avait déjà été créée et vendue, parce que c'est ce que j'aurais d'ailleurs dû dire il y a 2 minutes, c'est que pour pouvoir se sauver financièrement, André Citroën a accéléré la mise au point, la conception et la mise au point de la traction avant, mais qui finalement sort trop tôt. Il n'a pas eu le temps de faire tous les essais, toute la préparation nécessaire dans un cas pareil. Et donc, il y a beaucoup d'acheteurs de voitures qui sont mécontents, qui rendent la voiture, etc. Donc, la trésorerie ne s'améliore pas. Donc, il se passe ce que je vous ai raconté il y a 2 minutes. Et une fois que André Citroën a disparu, au bout de quelques mois, la société devient florissante.
en plein essor, gros succès en France, en Europe, mais en Europe de l'attraction avant, et les comptes redeviennent archi positifs, et puis c'est l'expansion de la société jusqu'à la guerre qui va arriver assez vite. Donc, vous voyez, la disparition de Georges Mariart, c'est quand même un tournant dans cette histoire. Et puis, bon, moi, ce qui est regrettable, c'est qu'il n'ait pas été aidé. Alors, pour la petite histoire, le créancier qui a entamé la première procédure, quelques mois après, il s'est retrouvé président de Michelin États-Unis. Henri-Jacques, je vais devoir passer la parole à Hervé Baron. En tout cas, merci beaucoup pour toute cette histoire autour d'André Citroën et ses 100 ans, parce que ce qu'il faut retenir, c'est les 100 ans de cette marque et l'engouement. Donc Hervé, tu étais, toi, à la Ferté-Vidame pour les 100 Oui, j'y étais. 2019. Alors, Voilà. j'ai cru reconnaître la plaque de rallye derrière Henri-Jacques tout à l'heure. Donc, voici la mienne. On était 60 000 pendant 3 jours, donc elle n'est pas unique. Mais j'ai une petite fierté, c'est que quand même le numéro 041 sur les 4000 participants, les 4500 voitures inscrites, c'était pas si mal que ça. Je voulais aussi partager avec vous, Henri-Jacques, puisque je fais partie d'un certain nombre de clubs Citroën. Et dans le Berry, on a une amicale qui s'appelle l'amicale Citro-Berry. Et on avait fait une petite chemise spéciale pour fêter les 100 ans de la marque de votre grand-père, avec tous les logos de la marque depuis l'origine. Et puis, vous parliez tout à l'heure de la soirée de gala, Henri-Jacques, au cours de laquelle votre famille et vous avez été ovationnés comme je n'ai jamais vu une telle ovation. Et je crois, Christy, que tu as une petite photo qu'on pourrait partager. Alors moi, je ne peux pas la partager. Aïe, Si aïe. tu l'as, toi, de ton côté. Alors, Henri-Jacques, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est une photo que je vous ai demandé de commenter sur LinkedIn. Et c'est le moment où vous êtes tous sur scène. Et je crois que, alors de mémoire, certains me disent 3 minutes 30, moi je dis 3 minutes 10. Mais on vous a applaudi pendant plus de 3 minutes. Et il y avait une émotion dans cette salle qui était incroyable. Et j'avais à côté de moi un passionné de la marque qui avait eu la gentillesse de venir avec mon ID20F, puisque voilà, et qui m'a dit Hervé, maintenant que j'ai vu ça, je peux mourir. Et alors évidemment, heureusement, il se porte bien, mais voilà, pour lui, c'était une émotion extraordinaire. Je crois qu'on est nombreux, et je pense dans l'assistance, à vous écouter ce soir, Henri-Jacques, à avoir eu cette émotion qui a démarré avec votre discours. Je m'en souviens, et quand vous avez conclu par cette phrase que vous avez rappelée tout à l'heure, Citroën, c'est la France. Il faisait pas très beau, il y avait du vent, il faisait un peu froid, et on s'est tous dit, waouh, ça va être quelque chose, il se passe quelque chose. Et on est, je sais, nombreux à assister tous les 4 ans à notre grand-messe citroëniste des ICCR. Pour ma part, c'est depuis 1995 sur les pistes Michelin à Ladoux. Mais je crois qu'entre tous ces 6 CCR et ce rassemblement du siècle, il y a pas photo. Il y avait vraiment une atmosphère à la Ferté-Vidame qui était exceptionnelle pour ce rassemblement du siècle, et aussi probablement par ce lieu des pistes d'essai de la Ferté-Vidame qu'on a eu la chance de pouvoir parcourir avec nos véhicules. C'était un moment d'émotion incroyable. Et alors, ça doit sans doute faire bizarre pour vous, mais je vous assure que pour nous, dans cette soirée de gala, je crois qu'on était un peu plus de 800, pouvoir vous dire merci à vous qui êtes… 2500 personnes. 2500, waouh. Oui, 2500 personnes assises. Voilà, c'est pour pouvoir vous féliciter, vous remercier, vous honorer. C'était pour nous un moment d'une chaleur incroyable. Vous l'avez décrit tout à l'heure, ces voitures alignées par modèle, par
Ah, la photo, vous la reconnaissez, je sais pas, vous la reconnaissez, Henri-Jacques? Oui, oui, tout à fait, oui. Et je vous assure qu'à ce moment-là, et je pense que les personnes présentes peuvent témoigner, il y avait une émotion dans la salle qui était, pour nous, hein, participants, de vous voir en chair et en os et de pouvoir vous honorer, vous ovationner. C'était un moment très, très fort. Excuse-moi Et Hervé, puis, mais quand oui, on parle d'émotion, c'est l'homme André Citroën. Qu'est-ce c'est les deux. C'est cette, les deux. cette Moi, je émotion? trouve que ce qui est extraordinaire dans cette marque, c'est à la fois l'histoire de l'homme et de la famille qu'Henri Jacques nous a retracé. Alors, effectivement, il y a eu cette année fatidique, ces difficultés financières, mais cet homme-là a tout inventé, le marketing, le financement des véhicules. Formidable aussi cette photo-là. Le réseau, c'est le premier à avoir institué un réseau. Enfin, il a tout développé, les panneaux de signalisation. Cet homme-là a révolutionné, formidable, a révolutionné la mobilité et avec un angle pour les enfants, pour les femmes. Enfin, c'est pour nous ce qui nous paraît évident aujourd'hui au XXIe siècle. Il y a un siècle, c'était totalement révolutionnaire. Donc l'homme, ce capitaine d'industrie, ce visionnaire, ce marketeur, ce publiciste, cet industriel, c'est un homme extraordinaire. Et moi, j'aime beaucoup lire les ouvrages sur votre grand-père, Henri Jacques, et cette notion de patron, comme il était affectueusement dénommé, c'est l'homme qui nous marque. Et je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais il y a beaucoup de panneaux, d'affiches, de drapeaux. Merci André à toutes nos concentrations Citroën. Et puis la marque. Je pense que votre grand-père a libéré la parole, l'énergie et le design parce que après lui, après la Tipa, après les autochenilles, après la traction avant, et malgré la rigueur des gestionnaires, Michelin puis Peugeot, cette marque a réussi à diffuser des modèles iconiques, exceptionnels, la 2 chevaux, le Type H, la Mi 6, la GS, la SM, la Méhari, évidemment la DS, version initiale puis version restylée par Opron, la CX, la XR. Enfin, c'est inimaginable fou ce que cette marque a pu produire comme modèle iconique avec de la traction. Le premier à mettre en avant la traction, les suspensions, enfin les phares d'Ericsson, enfin la direction d'Iravi, enfin un nombre incalculable d'inventions et d'innovations. Et puis c'est une marque qui a fait, alors pas longtemps, des tracteurs, qui s'est même essayé à un hélicoptère, dont un moteur, celui de la GS, s'est retrouvé sur une moto, dont on fête les 40 ans cette année. Qui a fait des camions, des bus, des cars. Enfin, c'est une marque qui appartient à notre patrimoine national et dont les productions sont exceptionnelles. Donc, vraiment, Christy, c'est les deux. C'est l'homme, l'industriel, le capitaine d'industrie qu'Henri Jacques nous a décrit, sa famille européenne, engagée et victime de la guerre, alors que d'autres, on se rappellera que d'autres marques étaient plutôt voilà. Et derrière, après André Citroën, une énergie, un souffle d'une marque comme je pense effectivement il n'en existe pas d'autre au monde. Et tout à l'heure Henri Jacques parlait de ces collectionneurs, de ces fans de Chine qu'il a salué à la Ferté-Vidame en juillet 2019. Je pense qu'on parle des mêmes personnes. Là, moi, elles m'ont dit qu'elles venaient de Hong Kong, mais peu importe. Partout dans le monde, il y a cette passion, il y a cette collection. J'ai discuté à la Ferté-Vidame avec un propriétaire d'une ESM au Japon. Donc assez improbable, hein, mais un des trucs incroyables. Et ce qui est extraordinaire dans nos fêtes, dans nos rassemblements Citroën, c'est cette diversité parce que entre un propriétaire de 2 chevaux et un propriétaire d'une
d'une ESM Opéra Chaperon, où voilà, il peut ne pas y avoir grand-chose, si ce n'est cet amour, cette passion pour la marque, pour l'homme, et puis pour votre famille. Et il y a, je pense que d'autres pourraient le dire encore mieux que moi, mais il y a au cours de ces rassemblements cette chose extraordinaire qui se passe dans les campings, parce qu'il y a toujours un camping pour les fêtes Citroën, avec des gens qui se regroupent par marque et aussi par nationalité. Et il suffit de se balader, d'aller manger, casser une croûte ou boire avec les gens de différents pays. Et vous entendez, comme le disait Henri Jacques tout à l'heure, parler d'histoire de Citroën, d'aventures de véhicules partout dans le monde, avec des gens qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais qui vous accueillent comme un membre de la famille à partir du moment où vous venez leur parler de votre passion pour André Citroën et l'ensemble de ces modèles. Et puis, autre chose extraordinaire et d'une émotion, moi je trouve folle au cours de ce rassemblement du siècle, c'est l'ensemble des personnes qui ont gravité autour de l'histoire Citroën, toujours dans les séquences émotions. Moi, j'ai passé un petit moment avec Bob Néret, qui m'a dédicacé cette plaque de rallye, un des formidables pilotes Citroën. Et puis alors Henri Jacques, que je trouve encore plus émouvant, une dédicace de… Alors Christy, ça va te faire plaisir, puisque c'est Marlène Coton, Vogel-Singer, donc cette femme extraordinaire qui a été la première femme qui a dirigé une écurie de course automobile. Donc voilà, c'était des moments… depuis votre discours, Henri Jacques, jusqu'à la fermeture et le départ des derniers véhicules, on a vécu 3 jours absolument inoubliables, où je crois on a essayé de… Alors, on s'est donné beaucoup de plaisir entre nous, hein, les collectionneurs et les citroënistes. Et je crois, Henri Jacques, qu'on a essayé aussi de vous transmettre toute l'admiration, tout l'amour qu'on a pour votre grand-père, pour sa marque et pour votre famille. Et je sais que vous recevez régulièrement des dizaines et des dizaines de témoignages de cette ferveur qui, je crois, est vraiment assez unique au monde, autant pour l'homme que pour la marque et ses modèles. Et il m'est arrivé, alors je ne devrais pas le dire si d'autres que des citroënistes m'écoutent, il m'est arrivé de temps en temps d'avoir quelques pannes et notamment des petites fuites hydrauliques et de devoir m'arrêter sur le bord de la route. Jamais je n'ai passé plus d'1 quart d'heure sans que quelqu'un s'arrête pour me proposer un coup de main. Et ça, je pense que c'est aussi l'esprit citroëniste. C'est quelque chose d'extraordinaire et je vois à certains sourires sur certains visages là que cette passion, on est nombreux à la partager avec énormément d'émotions. Et donc, Henri Jacques, je compte vraiment sur la fin de la pandémie pour que vous puissiez enfin me dédicacer un certain nombre de livres que j'ai mis de côté pour vos dédicaces, ainsi que pour cette plaque de rallye qui, pour beaucoup d'entre nous, veut dire beaucoup de choses. Avoir été au centenaire, au rassemblement du siècle, à la fête Vidame, je crois que pour un citroëniste, c'est vraiment le Graal. Voilà, c'est un moment inoubliable. Comme on en fait, je ne connais pas beaucoup de marques qui peuvent dire on a rassemblé 4500 véhicules, je crois qu'il y avait 280 ou 300 journalistes, jusqu'à 400 bénévoles, 60 000 personnes sur 3 jours. Je pense que vraiment, c'était incroyable. Et de mémoire, Henri Jacques, vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise, mais je crois qu'il y avait quasiment 1/3 des véhicules qui venaient de l'étranger, ce qui est remarquable. Merci beaucoup, Hervé. Merci infiniment pour ce témoignage et ta passion. Hervé est membre du club automobile classique de Sciences Po. Donc, le but du club, hein, c'est de faire partager cette passion avec nos membres. Je vais revenir vers toi, Henri Jacques. Je vais juste remercier Hervé, parce que bien sûr. Très touché par ce que Hervé vous venez de dire. Et pour nous, pour la famille, comme pour moi, ça a été un grand moment de partage. Parce qu'en fait, ça a été une communion.
Et si on a pu faire plaisir aux uns et aux autres, c'était le but recherché. Mais sachez que nous, ça nous a fait vraiment très, très plaisir de côtoyer tous ces passionnés, tous ces inconditionnels qui viennent de partout. Et comme disait la journaliste du Monde, en plus ça, de toutes origines sociales. Et on se dit que si on arrivait à trouver une ou plusieurs causes uniques qui rassemblent les Français, ça serait, il y aurait une autre ambiance dans notre pays. Mais merci encore pour ce témoignage qui me touche beaucoup. J'ai quelques questions, Henri-Jacques. Pourquoi, quelle valeur retiens-tu de ton grand-père? Pour répondre à ta question, je vais te donner quelques adjectifs pour le qualifier. D'abord, grand optimiste, visionnaire, parce qu'il savait vers quoi il allait et vers quoi la société allait. Grand organisateur, parce que si on n'organise pas les choses de manière méthodique, les choses se déroulent mal. Déterminé, quand on fait quelque chose, on y va et on fait tout ce qu'il faut faire pour aller vers le succès. Résilient, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de moments qui ont été difficiles, hein, ne serait-ce que ce qu'il a vécu pendant la Première Guerre mondiale, mais ensuite, il y a quand même eu des moments de difficulté. Il fallait, tout n'était pas si simple que ça. Et puis, charisme, le vrai meneur d'hommes et de femmes. C'est quelqu'un qui était, d'ailleurs, tous les gens qui l'ont côtoyé l'ont toujours dit, quelqu'un qui était toujours ouvert, qui était proche des gens, qui respirait la joie de vivre. C'est ce qui le caractérise vraiment. Et j'ai eu l'occasion de sentir cette admiration, cette sympathie auprès de certains de ses proches, parce que pendant très longtemps, il y avait un déjeuner annuel qui réunissait tous les gens, tous ses collaborateurs. Et ce déjeuner a existé jusqu'aux années 70 ou 80. Et après, comme les personnes avaient hélas disparu, c'était leurs enfants qui venaient à ces réunions. Et moi, je me souviens avoir accompagné mon père, mon oncle, ma tante pendant les années 60-70. Et il y avait 200-300 personnes au déjeuner en question. Donc, à table, il y avait les gens qui avaient travaillé avec lui, certains avaient participé aux croisières. Et c'était que des mots, mais d'enthousiasme et d'émotion. Donc, il a vraiment marqué tous les gens qui l'ont côtoyé. Merci. Quelle relation, est-ce qu'il y a encore des relations entre la famille Renault et la famille Citroën aujourd'hui? La famille Renault. Avec est-ce qu'il y a des relations avec des gens de Renault ou non, parce qu'en plus ça, je ne sais même pas qui sont les Renault. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais c'était la Non, question. Mais je sais qu'il y a une famille Renault parce qu'ils essayent de réhabiliter l'image de Louis Renault. Je sais, mais ils sont dans une autre ambiance. Enfin, ils ne sont pas dans l'ambiance automobile. Enfin, je sais pas où ils sont. Donc, je ne peux pas dire. Par contre, avec les Peugeot, oui, on se parle souvent. D'ailleurs, quand on a mis dans le centenaire une photo, il y a une photo de Xavier et de Thierry Peugeot avec moi, je l'avais posté sur LinkedIn, on a dû faire 35 000 vues, quelque chose comme ça. Donc les Peugeot, oui, mais les Renault, non. Au conservatoire Héritage Citroën, il y a une collection exceptionnelle. Oui. Est-ce que comment on pourrait la mettre plus en avant ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour effectivement qu'il y ait plus pour la mettre en valeur? La question, elle est là. Bon, Comment la mettre en valeur? Tu fais référence à un projet qui existe depuis longtemps, que j'ai essayé de promouvoir depuis au moins 15 ans. C'est qu'un musée dédié à André Citroën et à la marque Citroën
un peu sur le modèle du musée Ford qui se trouve à Dearborn, près de Detroit, soit créé. J'ai été aidé en cela par justement Jacques Séguéla. Il y en avait eu pendant les années, au début des années 2000, des conversations et pourparlers avec la famille Peugeot, qui était à cette époque-là en manette chez PSA. Ils étaient un peu conservateurs. L'entreprise ne marchait pas si bien. Et la seule chose qu'ils ont accepté de faire, c'est un musée virtuel qui existe. Donc, sur Internet, on voit un peu tous les musées et tout. Mais pour l'instant, on n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Mais comme le conservatoire de l'aventure Peugeot Citroën DS, donc en fait, c'est le conservatoire Citroën qui se trouve à Aulnay-sous-Bois, va devoir déménager puisque le site Aulnay-sous-Bois visiblement a été vendu. Je sais que la société est à la recherche d'un endroit où placer toutes ces voitures. Il y a à peu près 300 véhicules. Et l'endroit, même s'il n'est pas aussi présentable que pourrait être un musée selon un design plus moderne, l'endroit est exceptionnel. Et j'ai souvent emmené des personnes le voir, et c'est la caverne d'Ali Baba, pour ceux qui sont passionnés de véhicules anciens et surtout de Citroën. La collection, elle est vraiment remarquable. Mais si un jour on arrivait à faire un musée, le musée ne consisterait pas simplement à présenter toutes ces voitures. Il faudrait évidemment le faire parce que c'est des bijoux, mais il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être présentées, ne serait-ce que il pourrait y avoir des salles sur la croisière noire, croisière jaune, tout ce qui a été rapporté de ces croisières, de l'histoire, sur l'évolution de la publicité au cours des décennies. D'ailleurs, il y a, je dirais, 20-25 ans, il y avait au Musée des Arts Décoratifs à Paris, il y avait eu une exposition sur les publicités Citroën dans le temps. Donc, ça pourrait être repris. Donc, il y aurait beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes qui pourraient faire l'objet d'exhibitions, de présentations dans un musée. Et puis aujourd'hui, on sait faire des musées qui sont interactifs. Il y aurait de quoi faire quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. Donc, j'espère qu'une solution sera trouvée. Et ce que j'avais mentionné à PSA, c'est que si on a quelques craintes quant au financement. Alors, je parle avant la pandémie, parce que là, aujourd'hui, c'est difficile de traiter ce sujet, mais disons avant la pandémie, j'aurais donné l'exemple du musée, musée automobile qui se trouve à Bruxelles, qui s'appelle Auto World, qui est un musée qui est vraiment remarquable. Pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande d'y aller, parce que c'est un bâtiment qui ressemble un peu en plus petit au Grand Palais de Paris, avec des énormes verrières, et les voitures de toutes marques sont présentées comme si c'était un salon de l'auto d'autrefois. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et cet endroit, j'en ai discuté avec le conservateur, il vit grâce à toutes les fêtes et événements qui sont organisés, parce qu'il peut être parfaitement privatisé. Donc, il y a des grands dîners et autres. Et ils me disent, grâce à ça, il s'autofinance tranquillement. Donc, aujourd'hui, avant la pandémie, il y avait des solutions de financement. En plus de ça, on peut toujours trouver pour la construction des aides de la communauté européenne, de l'État, de la région, du département, etc. Moi, je connais un petit peu ce qui s'était passé avec le musée Tabarly à Lorient. Tout a été financé avec des aides de diverses entités étatiques. Il y a d'autres questions, mais voilà, le temps nous manque, parce que on est malheureusement à la fin de cette conférence. En tout cas, moi, je voulais… Jusqu'à minuit, on a le temps, il reste 4 heures. Je suis entièrement d'accord avec toi, donc on va prolonger, mais bon, une prochaine fois. Mais en tout cas, je voulais sincèrement te remercier, Henri-Jacques, pour t'être rendu disponible. Quand je vois le nombre de participants et le nombre de personnes qui ont suivi cette webconférence, c'est vraiment pour montrer l'intérêt d'André Citroën. Au-delà de la marque, c'est vraiment l'homme et les valeurs. Moi, je l'appelle l'hédoniste heureux. Est-ce que ça te va ? Je rajouterai quelques adjectifs, mais en tout cas, moi, ce qui est une chose que je peux dire, c'est que c'est probablement l'industriel et l'entrepreneur du XXe siècle le plus sympa. Ouais. C'est vrai que si vous regardez tous les grands hommes d'affaires du XXe siècle,
des gens qui attirent une telle sympathie. J'ai regardé un petit peu à gauche et à droite et qui ont un tel charisme et qui ont fait tellement de choses en si peu de temps. J'en vois pas. Moi, personnellement, il y en a peut-être, mais il y en a pas. Enfin, il a vraiment marqué son temps. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir pris l'initiative de cette réunion virtuelle. Moi, je suis toujours à disposition parce que je trouve que raconter une histoire, c'est quelque chose, c'est transmettre un certain nombre de valeurs qui doivent permettre aux uns et aux autres et à tous ensemble de vivre mieux. Alors évidemment, quand on les transmet auprès d'un public qui est converti, qui est convaincu, bon, c'est encore plus facile. Mais j'ai remarqué que quand on en parle à des gens qui ne connaissent pas, ils sont étonnés, surpris et vraiment, ils applaudissent. Et donc, merci encore de m'avoir écouté. Puis j'ai hâte de pouvoir vous retrouver tous en présentiel. Ça sera un grand moment que j'attends avec impatience. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci à tous d'être connectés. Je vois les points qui se lèvent. Merci infiniment. Et Merci puis, il y a monsieur, il y a Bernard Boulanger qui voudrait dire quelque chose. C'était juste, bonjour monsieur, c'était juste, est-ce que pour vous, quel est le meilleur livre sur André Citroën? Je vais vous le montrer. The Man and the Motor Car, d'accord. Parce que dans ce livre, mais c'est aussi celui-là. C'est à peu près, c'est pas le même format, mais vous voyez. Bon, mais attendez, j'ai juste une petite précision. Ce livre, il dit tout. Tout y est. C'est le livre définitif. Vous avez tout sur l'enfance, l'adolescence, les rencontres avec les uns, les autres, avec Henry Ford, etc. Mais si vous voulez un livre qui raconte l'histoire d'Henry Citroën plus comme un roman, sans que ce soit romancé, hein, je suis en train de dire, mais comme que ça se lise comme une histoire avec ses côtés qui sont un peu dramatiques, je dirais le livre de Jacques Wolkensinger. Vous voyez, juste Christine, juste une petite chose. je t'en prie. Pendant l'année du centenaire, Ondelat, à Europe 1, Ouais. il m'invite. Il me dit, voilà, je voudrais que vous veniez pour parler d'André Citroën. Alors lui, je ne sais pas si vous connaissez le format de l'émission, mais pendant 30-40 minutes, c'est lui qui raconte l'histoire. Et puis, il introduit quelques petites scénettes, donc c'est à la radio, mais comme s'il y avait des acteurs qui vivaient une scène. Et puis après, pendant 20 minutes, il y a un débat avec le descendant, quelqu'un qui est lié à la personne dont on raconte l'histoire. Et donc, son staff me demande quel est le livre. Alors, je leur dis, achetez ça. Citroën. Et au bout de… Tu peux le remontrer, s'il te plaît, Henri-Jacques? Comment? Tu peux le remontrer, s'il te plaît? Merci. Quel est le titre? Le titre, c'est André Citroën, ingénieur, explorateur, entrepreneur, et c'est écrit par le journaliste écrivain britannique John Reynolds, qui est un fanat de Citroën aussi. Bon. Et effectivement, ce livre est exceptionnel, vraiment. Et alors, au bout d'un mois, le staff de Ondelat m'appelle en me disant, écoutez, on est obligé d'annuler l'émission parce qu'on n'arrive pas à raconter son histoire. On comprend, on sait pas, on peut pas raconter une telle histoire. Alors, je dis, mais attendez, c'est une histoire qui est exceptionnelle. Je veux dire, parce qu'ils avaient fait l'émission précédente, c'était sur Serge Dassault, et ils me l'avaient fait écouter. Et je lui dis, mais attendez, vous faites un truc sur Serge Dassault avec des petites scénettes, bon, c'est très bien, c'est une belle histoire, une histoire exceptionnelle aussi. Je dis, mais là, vous vous rendez compte? Mais alors peut-être qu'il y a trop de choses ici. Vous voyez, pour des gens qui cherchent un certain nombre de moments qui sont un peu dramatiques, qu'on peut raconter, mais
celui qui regarde de près, les moments dramatiques, il va les trouver parce que entre le suicide du père d'André Citroën, sa mère qui meurt toute jeune, plus tout ce que je vous ai raconté après, la guerre, Georges-Marie Hart, et sa fin, qui est quand même, sa fin est dramatique, il y avait quoi raconter. Donc, on l'a, t'as dit, je suis désolé, mais je ne sais pas raconter cette histoire. C'est étonnant, hein, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Il y a un très beau livre aussi, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez. De 1954. Écrit par Sylvain Régnier. Alors attendez, parce que ce livre, il est interdit. Ah bon? C'est le seul livre, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a un livre qui a été écrit sur André Citroën, je crois bien, c'est Sylvain Régnier. Oui, c'est ça. Sylvain Régnier. C'est le seul livre qui a été de 54 que j'ai trouvé. Ouais. Qui est interdit en France. Ah, il est interdit en France? Il a été interdit. Ah oui. Parce qu'il raconte des choses qui sont inadmissibles. Ah oui, oui, oui. Fausses. Ils sont inadmissibles. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Il y a un livre comme ça qui a été ah bah c'est possible. Hein. Oui, oui. Oui, il est de 54. Oui. Ah, oui. Mais vous savez, mon père, mon oncle et ma tante, ils ont dû faire un gros travail de réhabilitation pendant les années les 50, 60 et tout, parce que, bon, d'abord, les gens ne connaissaient pas trop son histoire. Bon, les Michelin, évidemment, n'ont rien fait pour connaître les beaux côtés de l'histoire d'André Citroën. Et puis, il y avait beaucoup d'informations qui circulaient, comme quoi il avait fait faillite à cause de sa passion pour le jeu au casino, etc. Donc, des trucs qui n'ont aucun sens. Ça a été démontré que ça n'avait aucun sens. Il aimait bien jouer au casino, mais il gagnait parfois beaucoup d'argent, parfois il en perdait, mais les sommes en question n'avaient rien à voir avec avec l'entreprise. comptes de l'entreprise et surtout la taille des comptes de l'entreprise. Donc, ça n'avait rien à voir. Il y a des tas de choses comme ça que je t'ai raconté, mais le travail de réhabilitation, il a marché, et puis donc maintenant, plus personne ne doute. Voilà, c'est ce qui comptait. Donc, l'image est là et elle est belle. Bien, bravo. Merci beaucoup, merci à tous. Donc, je te remercie encore une nouvelle fois et à très bientôt, on espère, en présentiel autour d'un bon dîner. Distribue à tous les vaccins et puis ça sera réglé. Voilà, on compte sur toi, Christy, pour te procurer le Pfizer ou le Moderna. Je les distribue et je les fais, c'est ça? Voilà. Je les injecte. À l'AstraZeneca. Voilà. Alors là, principal, c'est d'être bien vacciné. Voilà, merci à vous tous. Et puis, je n'ai pas pu répondre, je suis désolée, à toutes les questions hein, parce qu'on est un peu pris par le temps. Mais on refera ça avec grand plaisir très prochainement. Donc, pour information, voilà, la prochaine réunion du Club Automobile, c'est le 9 juin. Et on parlera des femmes, la place des femmes dans l'automobile. Avec une marque. Elles se mettent à droite du conducteur. En Angleterre, c'est ça. Très bientôt. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci infiniment. Merci à vous. Super. Au revoir. Merci beaucoup.